Salut à tous, c'est Hugo et Mathieu et aujourd'hui on va vous parler de notre premier court-métrage, La femme au miroir. C'est juste pour faire passer pour un con pendant 2 jours. 3 sur 33 premières. Le monde bascule. Je vais avoir chaud en haut et pas au coude. Et si on se rend compte que ça marche pas, Non. Mais il y a un prix à payer. Je mets tes mains plus bas parce que ça va partir un moment. Je sais pas si c'est une énorme merde. c'est l'enfilm. Petit disclaimer, en réalité c'est notre deuxième film de fiction. On en avait déjà fait un pour le 48 heures film festival qui s'appelle Hors d'œuvre. Alors tous ces putains d'écolos, mais j'en ai rien à foutre. Rien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce slogan, je ne mange pas de ce pain-là. Et il faut savoir que nous, on vient du clip à la base, ça fait 9 ans qu'on fait ça, on est passé sur YouTube, on a fait de la pub du corpo et on s'est dit un jour, il faut monter notre boîte et produire nos fictions. Et on a donc monté notre boîte Climax. Et là on vous met quelques petites images. Alors tous ces projets c'est super cool, mais du coup on n'avait pas le temps de travailler sur nos projets à nous, de fiction. Il nous fallait donc une contrainte, et notamment un festival, le Nikon Film Festival. Ce qui est cool avec le Nikon, c'est que ça nous met une contrainte de durée, 2 minutes 20, et une contrainte de thème, et cette année c'était la beauté. Mais le Nikon c'est aussi une grande visibilité, et peut-être l'occasion de voir son film jugé par des professionnels, être en sélection au Grand Rex, ou être diffusé dans des cinémas. Il faut savoir que le Nikon nous envoie le sujet en août, mais qu'il faut rendre le film en janvier. Du coup, nous, on s'était donné 1 mois pour écrire. Avant d'être réalisateur, moi je suis monteur, toi t'es chef opérateur, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup guidés sur l'écriture du film. On avait besoin d'un film qui soit rythmé et beau, c'était les 2 trucs les plus importants pour nous au départ. Dès l'écriture, on s'est dit, on veut que le spectateur il soit happé du début à la fin, et c'était vraiment important pour nous. On rentre en 2 minutes 20 quoi. Et si jamais là, dès aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un truc, c'est sûr ça passe pas, on le dégage quoi. Ok, moi ça, je trouve que ça passe, ça va. Normalement ça passe. Avec Mathieu, ça fait quasiment 9 ans qu'on travaille ensemble et on a développé une cohésion d'écriture. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on connaît nos idées et on n'a pas non plus de problème à se dire les choses. En fait, ce qui nous plaît, faut que ça plaise à l'autre, mais aussi au public. On essaie d'avoir un film, à la fois où on va apprendre quelque chose, qui est quand même aussi peut-être une dimension un peu politique ou sociale, que ça dise quelque chose sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le ton, le contexte historique, s'il y en a un, tout ça va se rattacher un peu à cette formule de base qu'on respecte toujours à chaque fois. Nous, la méthode est assez simple, on se pose et on note tout ce qui nous parle sur le sujet. Donc en fait, ça peut être des films, des thèmes, des sons, ça peut être des objets. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, nos 2 idées respectives qu'on avait de la beauté étaient un peu différentes, mais assemblées ensemble, ça donnait quelque chose d'inattendu. Moi, le thème, ça m'inspirait le portrait d'une jeune femme, d'une marquise. Ça m'inspirait l'entrée dans un tableau. Et j'ai directement aussi pensé au film de Portrait de la jeune fille en feu. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Il n'a jamais vu son visage. Donc ce qui est intéressant dans cette première idée, c'est qu'on abordait la beauté de ton œil, donc de chef opérateur, une vision très plastique, très visuelle. Du coup, on a pu la mélanger à mon idée de montrer la beauté de la passion de quelqu'un. Et que cette personne nous parle de ce tableau. Et c'est là que nous est venue l'idée de la guide de musée. Nous sommes en 1515. De ses traits, le peintre Titien fixe les canons de beauté pour les siècles à venir. On avait vraiment ce côté chorégraphie. On a failli partir dans la comédie musicale. À ce moment-là, la référence, c'était Emilia Pérez. La passion qu'elle envoie quand elle parle, quand elle chante. C'est un peu beau finalement. Sauf qu'on ne l'a pas fait chanter. Non, mais on a failli faire du Grand Corps Malade. C'est vrai. La beauté de cette femme est éternelle, et l'œuvre de Titien traversera les siècles. Donc on savait qu'on allait rentrer dans un tableau, qu'une guide de musée allait nous parler de ce tableau, mais du coup, il fallait qu'on choisisse notre tableau. Bah oui. Et un tableau qui nous plaise. Attends. Et parce qu'on l'a gardé, on n'a pas réussi à le revendre. Oh oh. Et comment on a trouvé ce tableau? Sur cette vidéo, les 2 voleurs prennent la fuite avec le tableau La femme au miroir. Du coup, le fameux tableau, La femme au miroir, qui est le titre du film, qui est le nom du tableau. Et du coup, comment on a trouvé ce tableau? Parce qu'en fait, on a eu la chance de tourner au Louvre. Oui. Pour répondre à toutes ces questions, je vous emmène aujourd'hui au musée du Louvre. En fait, c'est assez drôle parce qu'on a eu la chance de tourner sur la vidéo de Charlie d'Angers au Louvre, sur le parcours L'Oréal de la beauté, où elle retraçait en fait la beauté dans l'art à travers plusieurs œuvres. Et dans les œuvres qu'elle met en avant, il y avait... Par exemple, dans ce tableau de La femme au miroir de Titien, où un homme tient justement un miroir. Il permet au spectateur de voir le reflet de la coiffure de la femme représentée. Ce qui est intéressant avec La femme au miroir, c'est qu'il est dans la même salle que la Joconde, mais caché derrière. Donc souvent les gens s'amassent autour de la Joconde. Bah nous aussi. J'ai jamais vu d'aussi près. Ouais, moi aussi. Ça
C'est dingue, mais du coup on dirait que c'est un faux. Ce qui est intéressant avec le tableau de Titien, La femme au miroir, c'est que il nous raconte la naissance des miroirs. C'est-à-dire c'est un tableau d'une femme qui se regarde avec un miroir à l'avant et un miroir à l'arrière. Mais il faut savoir qu'à cette époque, un miroir, ça coûtait le prix d'une maison. Qu'elle avait 2 maisons dans les mains. Elle était comme ça, avec 2 appartements. Il y a ce côté aussi où c'est la première fois dans l'histoire que l'homme se voit lui-même, et donc que le lien à la beauté existe. Oui, parce que la beauté, au final, c'est une invention de l'homme. C'est l'homme qui se regarde, tout simplement. Et qui se trouve beau, peut-être. Ouais, oui. Du coup, sur ça, on a appris quelque chose. La chevelure de la demoiselle, c'est du blond vénitien. Et à cette époque-là, les femmes, du coup, s'appliquaient une lotion dans les cheveux, qui doit sûrement être ce petit flacon qui est ici, juste en bas. Elles se mettaient au soleil, et c'est ce qui donnait cette teinte qui tend un petit peu vers le roux, et qui s'appelle du coup le blond vénitien, le blond de Venise à la Renaissance. Et en fait, là, on a commencé à un peu flipper parce que on commençait à dire énormément d'infos. Au final, on avait un film de 5 minutes. Et en fait, on s'est dit comment on va réussir à faire rentrer tout ça. 2 minutes 20, donc faut pas que ça dépasse 2 pages et demie, quoi. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée de commencer à travailler sur une simulation du film. Et c'est là où on a commencé à penser à l'intelligence artificielle. Disclaimer, évidemment, l'intelligence artificielle n'a pas écrit le film, elle n'a pas participé à l'écriture du film, elle nous a juste servi pour simuler le film et donc se réajuster à l'écriture. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par simuler? Donc vu qu'on a quelqu'un qui parle d'un tableau qui est à moitié en train de chanter, il fallait qu'on simule tout ça pour voir ce que ça pouvait donner et surtout le temps que ça allait prendre sur le film. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit les dialogues, on les a envoyés dans un générateur de voix. On a pris la composition qu'on avait à ce moment-là, qu'on avait fait écrire à Joël Gangloff, et on a collé la voix sur la composition pour voir si ça passait et si c'était cool. Le peintre Titien fixe les canons pour les siècles à venir. Ses épaules, ses seins, ses hanches. En fait, ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on a pu se mettre d'accord sur un BPM, un rythme, et au final, ce rythme, on ne le quitte jamais pendant le film. C'est aussi la période où les miroirs voient le jour. Et l'œuvre de Titien traversera les siècles. Du coup, il fallait qu'on trouve une musique qui laisse de l'air, qui a un dialogue vraiment qui se crée entre la parole et la musique. C'est la première fois que l'homme porte son regard sur lui, plutôt que sur Dieu. Mais il fallait aussi un rythme constant, c'est-à-dire genre comme un mouvement de batterie en fait. Ouais. C'est marrant parce qu'on avait cette idée de Birdman assez rapidement en fait. On s'est mis à rechercher des musiques et on est tombé sur Lisa Chevalier qui avait fait plusieurs travaux qui nous intéressaient. Malheureusement, Lisa Chevalier n'était pas disponible pour ce film. Du coup, on a fait appel à un autre compositeur qui s'appelle Joël Gangloff. On lui a montré la partition de Lisa et il a réussi à se la réapproprier, à la réinterpréter. On a notamment ce break de batterie dont on a beaucoup parlé, qui était assez compliqué. Ça a posé un peu de problème, ouais. Avec le côté Phil Collins. Le monde bascule. Donc dans la V1 du son, on avait un break de batterie qui était trop rapide en fait, que Clara elle pouvait pas suivre. Elle pouvait pas faire comme ça genre. Est-ce que je fais des trucs comme ça ou est-ce que je fais... Bah en fait, faut que ce soit logique pour toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tu lâches ta phrase, tu vois. Ouais, j'aurais bien vu ça. Moi, en fait, j'aurais bien vu toutoum, 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 tss. Le monde bascule et tu te laisses tomber en arrière en fait. 2 sur 23, première. Action. Le monde bascule. Le monde bascule. Ah, c'est mieux avec le coussin. C'est même, hein. C'est mieux, hein. Je sais pas pourquoi on applaudit parce qu'il reste quand même un plan en vrai. Quoi? Et donc à ce moment-là, on a tout le film unité de A à Z. Et donc en un mois, il fallait qu'on produise le film, qu'on le tourne et qu'on le post-prod. Et la première étape de notre production, c'était trouver le casting. Donc rapidement, on a pensé à Clara. D'ailleurs, dès l'écriture, on avait déjà en tête Clara pour le personnage principal. Top. Alors il peint la beauté pour l'immortaliser. Finis bien ton geste, tac, pour l'immortaliser. Tac. Ouais. Okay. Alors il peint la beauté pour l'immortaliser. Super, c'est la meilleure. Ouais, elle est très cool. Là. Pour Titien, on a évidemment pensé à Philippe Saïd, parce qu'on avait aussi travaillé avec lui sur notre 48 heures. Sauf qu'on s'est rendu compte d'un truc, c'est que Titien, à l'époque où il a peint La femme au miroir, en fait, il était pas si vieux que ça. En fait, il avait 30 ans. Après, Philippe n'est-il pas jeune? Je sais pas, il a jamais dit quel âge il avait. Voilà, moi il a 30 ans, je pense. J'en vois pas avec ça dans la gueule. Ça me vieillit vachement là-bas. J'ai 18 ans maintenant. Je me disais bien que t'avais un peu le langage des jeunes. Et maintenant, il nous fallait les personnes dans le tableau, c'est-à-dire Agnella et Édouard Fauchard. Agnella qui est la cousine de Mathieu. C'est à une réunion de famille, à un moment où j'ai vu ma cousine en fait qui avait exactement, je me suis rendu compte, le même physique que la femme qui était peinte dans le tableau. Coupé.
Désolé, j'ai pris un peu de marge. C'était pas évident leur rôle à Agnella et Edouard parce qu'ils devaient être figés, qu'il y avait vraiment cette idée d'immersion et du coup fallait pas qu'ils bougent. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Et c'est marrant parce qu'en fait Edouard n'a ni ces cheveux là ni cette barbe, c'est vraiment une prothèse qu'on lui a rajoutée. S'habitue là. Oui, bah il a dit qu'il repartait avec. Bah oui. Il me foutra poil comme ça à Châtelet et hurler en allemand. Si tu rigoles, c'est que c'est bon. Du coup, c'est une bonne transition pour parler du HMC. On s'apprête à faire un film historique, donc c'était important pour nous que les coiffures, barbes, cheveux tiennent la route. Moi, je me rappelle d'un call. On était quoi, début décembre. Mathieu qui m'envoie un lien Amazon. Des barbes à genre à 30 € là. Les barbes avec des autocollants ici là. Et ça aurait pu bien plus passer. Mon père, anecdote, mon père il a fait le Père Noël une année à ma cousine quand j'étais tout petit. Ouais, c'est trop. Et arrivé devant ma cousine comme ça, il y a la barbe qui s'est décollée comme ça. Et du coup, elle a trouvé qui était le Père Noël à ce moment-là. On s'est dit, on met beaucoup de cœur dans un film, et si, genre, le gars au milieu du plan, il a la barbe collée avec un vieux scotch comme ça qui se décolle, il faut savoir que 90% du budget du film, c'est les HMC et la décoration du film. Et maintenant, il nous fallait un lieu. Ici, ça me fait penser au manoir hanté à Disney. On a juste un plan de fin sur ce mur-là, et sinon, on va accrocher le tableau. Le lieu en question, c'était la maison de quelqu'un chez qui on avait déjà tourné un clip. C'est une vieille bâtisse qui a 200 ans avec du parquet, des moulures. C'était pas une maison style Renaissance, mais on savait qu'on pouvait ajuster la déco et en étant intelligent sur les cadres, on pouvait avoir ce qu'on voulait. C'était cool parce que la maison était inhabitée, donc on pouvait y aller quand on voulait et stocker du matériel. Je mets où? Les gars? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre découpage en live sur le lieu de tournage. On a pris des photos de chaque plan pour tout quadriller et que la marge d'erreur soit la plus fine possible. Vraiment qu'on ait tout le montage en tête le jour du tournage. Ça fait ça pour la vidéo. T'inquiète, c'est Et oui. Et tu te tournes vers moi vivement. Mais il y a un prix à payer. Ok, on ferme. Donc à ce moment-là, on avait le scénario, on avait le découpage, on avait le casting, on avait le lieu, on avait quasiment toute l'équipe technique, mais on n'avait pas le tableau et la chef déco. Donc nous, il fallait qu'on trouve le moyen de pondre ce tableau, de l'avoir en vrai le plus rapidement possible. Bah le problème, c'est qu'on veut imprimer un tableau géant et avoir un cadre qui fasse musée, et qu'on était le 20 décembre et que c'était les vacances de Noël. Et nous, pour un souci de post-prod et par rapport au lieu, la seule date de tournage qu'on avait, c'était le 2 janvier, le 2 au 4 janvier. Du coup, c'est Megan, notre script et chef costumière, qui nous a soumis l'idée d'aller directement au musée du Louvre pour imprimer le tableau. Parce que au musée du Louvre, en fait, vous pouvez imprimer toutes les œuvres du Louvre. Pas tout, il y en a 400. 400. Du coup, personne ne pouvait imprimer notre belle toile du Louvre. Il n'y a qu'un seul encadreur dans Paris qui a accepté de le faire. Donc on a eu la chance de trouver cet encadreur et de payer un prix... exorbitant. Je pense que si on doit afficher le prix, il rentre pas dans le cadre. Pour le budget du film, je crois que le plus gros pôle, on va dire que c'est ça là, et les costumes, 1003. Ensuite, on avait la déco plus le lieu, ça fait 1003 encore, ça fait 2006. Ensuite, ici, là, on a tout ce qui est logistique, donc c'est-à-dire les Uber, la bouffe, tout ça. Je crois qu'on en avait pour 300 aussi. Ensuite, on a le matériel, donc les dernières logs qu'on a fait, c'est-à-dire un follow focus HF et un projecteur, je sais plus, bref. On avait pour 200, donc ça fait 2006 plus 300, ça fait 2009, 3100. Et le dernier, bah, c'est la petite fleur, le tableau. Et donc le tableau, c'était 700, ça fait 3800. La cerise sur le gâteau. Par rapport à la déco, c'est un film sur la Renaissance italienne et nous, on n'y connaissait rien. Attendez, on va faire un test. Est-ce que vous pouvez nous situer la Renaissance? À quel putain de siècle la putain de Renaissance a eu putain de lieu? Donc c'est juste après le Moyen-Âge, mais du coup à ça on ne connaissait ni la déco, ni les coutumes, ni la peinture surtout qui était le sujet de notre film, et c'est sur ça qu'on a appris énormément de trucs. Par exemple nous aujourd'hui pour peindre on utilise de la gouache, mais à l'époque c'était les pigments directement qu'il fallait extraire et écraser, et après les mélanger avec de l'huile pour pouvoir avoir la peinture. Notamment les pinceaux aussi, aujourd'hui nous les pinceaux il y a une espèce de manche en métal qui relie les poils aux manches, mais à l'époque c'était de la corde en fait. En sachant qu'il y
avait des éléments qui n'étaient absolument pas cohérents par rapport à l'époque. Par exemple, les parquets en bois n'existaient pas. Il y a des éléments sur lesquels on a fait des concessions, on savait que c'était pas visible, mais ceux qui étaient en gros plan, qui étaient importants pour la narration, c'est là où on a apporté du détail et de la véracité, quoi. Autre élément aussi qu'on a appris qui était assez incroyable, c'est que Titien ne faisait pas de croquis, contrairement à Léonard de Vinci du coup. Donc c'est pour ça que dans le film, c'est pas un oubli de notre part, c'est que vraiment, il était face à une toile blanche, et ça devait sûrement être le cas aussi quand il a peint ce tableau. Et en vrai, ça nous arrange aussi un peu, quoi. Parce qu'on n'avait pas envie de redessiner le tableau à la craie ou au crayon. Au final, ça a donné un tournage assez militaire en vrai. C'était vraiment paf, 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 paf. Il y avait très peu d'improvisation. Tout le monde était extrêmement concentré, tout le monde savait exactement ce qu'il devait faire. Contente de cette première. Contente? Merci. Bah, très contente, ça fait plaisir. C'est 2 minutes 20 de sur une droite comme ça. Je peux pas rire! Si, seule petite anecdote, c'est qu'il a neigé le jour du tournage, donc vous pouvez voir dans le premier plan notamment, en fond, donc au niveau de la fenêtre, ce n'est pas l'Italie vénitienne, on n'a pas tourné à Venise, mais on a tourné à Saint-Cloud et il neigeait, donc vous pouvez voir un peu la neige derrière au niveau de la fenêtre. Penelope. Mais attends, on dit qu'on avait tout prévu, mais on est des menteurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette histoire de mur. Oh là là là. Allez, salut. C'est vrai qu'on avait cette idée à l'écriture qui était d'avoir un mur qui arrive comme ça derrière le personnage et qu'on arrive dans un musée. Donc un changement de lieu en un lieu, quoi. Donc il y avait un changement de décor et un changement de lumière aussi. Bravo, parce que ça ressemble vraiment au mur derrière. C'est peut-être le truc où on était le moins serein et finalement c'est le truc qui s'est le mieux passé. À la déco, Vanny, qui était notre chef déco, franchement, à gérer, parce que dès le début, on lui a parlé de cette idée de mur, en fait, littéralement un mur de 3 mètres de haut sur des roulettes qui doit défiler, sachant qu'on a très peu de marge de manœuvre dans le lieu. C'était assez compliqué parce qu'on avait un timing de déplacement de mur, de personnages, plus le changement de lumière avec la découpe. Donc vraiment, c'était assez exceptionnel. Ouais. Ça allait très vite, c'était très fluide et on a eu ce qu'on voulait en 5 prises, un truc comme ça, quoi. Donc, à un moment, on a mal recopié le segment, le schéma du mur. Des gros débiles. En fait, on a acheté des planches au Roi Merlin. Au Roi Merlin. Ouais, je sais que tout le monde me dit ça. Putain, et on va au Roi Merlin. Avec des moulures aussi, on a acheté des moulures en plâtre et on a peint, sauf qu'on a oublié de reproduire celle en bas du mur. Mais finalement, au 4, ça passait bien. Ok, action! C'est très très cool. Hein. Face à Clara, quand on sort de ce tableau, il nous fallait des visiteurs du musée. Et donc on a appelé l'équipe technique. Vous pouvez avancer vers la salle des martyrs. Et donc en figuration, on avait donc Romy, notre régisseur, on avait Mégane qui gérait les costumes, on avait Mathieu, on avait Charlotte et Violetta, et on avait Mathilde, ta sœur, qui était aussi la make-up de notre tournage. Mon souvenir préféré du tournage, c'est vraiment le moment où Anila aboie. Pour la photographie du film, avec Luc, le chef élec, on l'a pensé en 3 actes. Pour la première partie, c'est vraiment l'immersion dans le tableau. On est film d'époque, à la Renaissance, donc on a essayé de coller au mood du tableau, mais aussi imaginer un peu le contour. On va se concentrer sur des petits objets, on va se concentrer sur des petits détails. On a utilisé pour ça des optiques Canon FD, donc des vieilles optiques Canon, pour avoir plus d'aberration et un peu plus de look. Pour la deuxième partie, c'était vraiment le côté scénique qui nous intéressait, donc Luc était sur une découpe et suivait Clara. On a utilisé des optiques G-Master pour perdre ce côté looké du début. Notre référence principale pour cette séquence, c'était Emilia Pérez. Et enfin, pour la troisième partie, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus naturel, le retour à la réalité, donc quelque chose de plus diffus, moins contraste. Tout le film a été tourné à la Sony FX3, ce qui nous permettait d'avoir une bonne sensibilité en basse lumière, ce qui était hyper important pour le film. Au final, le montage, il était assez rapide. 2-3 jours, en vrai, vu que tout était absolument minuté. Par contre, c'était une grande crainte. Si ça marchait pas... On n'avait pas de mou, quoi. Ouais. Donc toute la partie du début, on pouvait prendre des plans de coupe parce qu'on en avait. Par contre, la partie, on va dire, du milieu avec la guide du musée, tout était millimétré. En tout cas, heureusement, tout a très vite bien marché. On a pu finir le montage assez vite et puis passer à l'étalo et au son. Du coup, l'étalonnage, on l'a fait chez Granon Digital, un studio d'étalo et de post-production. Donc merci à eux. Et on a fait le sound design et le mixage, donc 2.0 et
5 points, chez Horae Studio, donc merci à eux aussi. Pour sécuriser un peu toute la partie voix, on a réenregistré tout le dialogue de Clara 2 fois. Et le problème, c'est que nous, le temps de parole devait être très contrôlé. Donc le fait de revoir ces paroles-là en post-synchro nous permettait d'avoir plus de contrôle après si on voulait accélérer, ralentir, et d'éviter des bruits de parquet, des bruits de vêtements ou ce genre de trucs. Et on avait aussi la possibilité de se dire, on garde tel gestuel, mais on prend telle intention de jeu. Mais il y a un prix à payer. Mais il y a un prix à payer. Et l'œuvre de Titien traversera les siècles. Ce qui a posé d'ailleurs quelques petits problèmes, notamment quelques légères désynchros, mais c'est quasi invisible quoi. Il y a 2-3 erreurs comme ça qu'on a laissées intentionnellement. Notamment, à un moment, on a un zoom sur une partie du corps de Agnella et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait laissé un énorme... En fait, qu'on a trop zoomé, il n'y a même plus d'image en haut à droite. Avec l'étalonnage, le mixage, la composition, la fin du montage, on a rendu le film le matin même du rendu, donc le 15 matin, dans la nuit en fait. On a refait plein d'exports, je crois qu'on est allé jusqu'à la V15. On peut envoyer? Oui. Il est quelle heure là? Je sais plus quoi dire. Pour notre premier Nikon, on a eu la chance de faire partie des 50 finalistes dans la sélection officielle et 25e sur 2500 au classement du public. Pour nous, c'était complètement inattendu, voire complètement fou, mais on était super contents. En plus, on a eu la chance d'être invité à la cérémonie clôture au Grand Rex et on a pu rencontrer les lauréats, les finalistes, le jury et d'autres réalisateurs. Et donc ce qui est cool avec le Nikon Film Festival, c'est que il y a le concours, mais aussi l'après. Et donc toute la partie diffusion, en fait, il y a plein de soirées organisées, c'est trop cool, on peut le montrer à plein d'endroits. Ça permet aux gens aussi d'associer tout de suite votre visage à quelque chose, à une œuvre qu'ils ont vue. Il y avait énormément de films cette année qui étaient vraiment excellents. C'était incroyable de voir toutes les directions dans lesquelles les gens ont pu partir. Tous les gens se répondent, on s'envoie nos films. Il y a vraiment un engouement total autour de ce festival, et donc en termes de visibilité, c'est trop cool. Sur ce film-là, on a eu énormément de retours positifs. Du coup, ça nous a mis grave en confiance pour la suite. Ça nous donne vraiment de l'espoir et ça nous donne envie d'aller sur des films qui vont être de plus en plus longs, notamment sur 2 projets sur lesquels on est en train de travailler. Donc voilà, on va continuer vers la fiction. Et ben c'est une fin de tournage, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser un commentaire, lâcher un petit com, ça nous fait toujours plaisir. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. On poste pas mal de trucs par rapport à nos tournages. Et merci encore à notre équipe. Merci à nos acteurs, Clara, Philippe, Edouard, Agnella. Vous étiez fantastiques. Merci à notre équipe technique. Je vais pas pouvoir les citer parce qu'il y a une grande équipe. Et merci à tous les studios qui nous ont suivis, donc Studio Horae, Studio Granon, et à toutes les locations et tous les partenaires du film. Ce film, c'était le premier d'une longue série. Et en attendant, on se retrouve pour le prochain Nikon Film Festival. Et ciao! Non, il a arrêté son métier ses métiers, et il est devenu bûcheron. C'est à ce moment-là que Léonard de Vinci. C'est un jeu de mots, mais il faut que je les explique. Là-bas, c'est devant. Il a pas Non, Léonard, devin. Ouais. Le verbe devenir, ouais. Au passé, ça fait Devient devin. une scie, quoi. Devin, si. Mais est-ce que c'est pas Léonard Devin qui scie? Léonard de Vinci. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Non, Léonard, il est devenu si. Mais Léonard est devenu si, ça fait pas la Joconde. Ça n'a rien à voir. Ouais. Il n'a pas investi dans la crypto Oui, non. Ah, tu sais que j'ai été contacté par Harrison Ford il y a pas longtemps sur Insta. Non, mais vraiment. Et le mec me dit alors quel film de moi vous préférez? Je me dis attends, Harrison Ford, machin, tout.